Il peut sembler logique de penser que seuls les adultes sont capables de commettre des crimes atroces. Pourtant, les enfants peuvent également être susceptibles d'actes choquants et horrifiants. Qu'il s'agisse d'un jeune meurtrier narguant ouvertement la famille de sa victime au tribunal, d'un couple de tueurs se vantant de leurs récents crimes sur YouTube, ou encore de deux frères massacrant des membres de leur famille pour la gloire sur Internet, ces enfants sont parmi les plus redoutés dans les prisons américaines. Commençons par Tejilan. Premier sur la liste, un tueur dont l'apparence innocente masque un véritable monstre intérieur. Le 27 février 2012, la petite ville de Chardon, dans l'Ohio, a été plongée dans la tragédie lorsqu'une fusillade dans un lycée, perpétrée par Tejilan, a bouleversé la communauté. Tejilan, alors âgé de 17 ans et étudiant à l'école alternative Lake Academy, est entré ce matin-là dans la cafétéria du lycée de Chardon. Vêtu d'un sweatshirt sur lequel il avait inscrit « Killer », tueur, il était armé d'un pistolet de calibre 22. Sans dire un mot, il a ouvert le feu, visant directement une table où se trouvaient plusieurs élèves. En quelques instants, 3 étudiants furent mortellement blessés, Daniel Parmertor et Demetrius Eolin, âgés de 16 ans, ainsi que Russell King Jr. 17 ans. 3 autres élèves furent blessés, dont un qui a souffert de paralysie permanente. Tejilan n'était pas étranger aux étudiants du lycée, ayant été auparavant l'un des leurs avant d'être transféré dans un programme éducatif alternatif. Le mobile de son acte viol est resté flou, bien que certains rapports aient suggéré qu'il se sentait victime ou exclu. La réponse à la fusillade fut rapide. Un enseignant poursuivit la nord de l'école, et il fut appréhendé plus tard par les autorités, près de sa voiture stationnée à environ 1 kilomètre de la scène. Les enquêtes révélèrent que Lan avait volé l'arme utilisée dans les fusillades chez son oncle. Lors de son procès, l'attitude de Tejilan fut particulièrement choquante et provocatrice. Il se présenta au tribunal portant un t-shirt où il avait de nouveau écrit « Killer », adressant des gestes obscènes aux familles des victimes et ne montrant aucun remords pour ses actes. En mars 2013, il fut condamné à 3 peines de réclusion à perpétuité consécutive sans possibilité de libération conditionnelle. Cependant, le 11 septembre 2014, Lan et 2 autres détenus s'évadèrent de l'établissement correctionnel d'Allen, à Lima, dans l'Ohio, semant la panique. Pendant des heures, il resta introuvable, avant d'être capturé 6 heures plus tard. En mars 2016, en raison de préoccupations accrues pour la sécurité, Lan fut transféré à la prison à sécurité maximale de Lucasville, conçue pour abriter les détenus les plus dangereux du pays. Des amis de Tejilan ont exprimé leur surprise, le décrivant comme un adolescent normal. Certains évoquaient sa tristesse apparente, tandis que d'autres mentionnaient les moqueries qu'il subissait de la part de ses pairs, ce qui aurait pu le pousser à se refermer sur lui-même. Cela soulève une question cruciale, les difficultés qu'il a rencontrées à la maison et à l'école peuvent-elles justifier de tels actes? Passons maintenant à Alyssa Bustamante. Avez-vous déjà vu quelque chose de semblable? Moi, jamais. Et j'espère ne jamais en revoir. Dans un épisode glaçant qui a secoué la nation, Alyssa Bustamante, âgée de 15 ans et originaire du Missouri, est devenue tristement célèbre sous le nom de la « tueuse du Missouri ». Son acte odieux, le meurtre prémédité de sa jeune voisine de 9 ans, Elizabeth Holtan. Alyssa Bustamante semblait être une adolescente ordinaire, mais sa personnalité en ligne révélait un côté bien plus sombre. Ce côté obscur est apparu au grand jour le 21 octobre 2009, lorsque Bustamante a attiré Elizabeth dans les bois. Là, elle l'a étranglée, lui a tranché la gorge et l'a poignardée à la poitrine avec un couteau de cuisine. Elle a ensuite enterré le corps de la fillette dans une tombe peu profonde, qu'elle avait elle-même creusée derrière leur maison. Cet acte brutal semblait être l'aboutissement des fantasmes les plus horribles d'Alyssa. Ses profils sur MySpace et YouTube dévoilaient ses pensées violentes, listant notamment « tuer des gens » et « se couper » comme ses passe-temps favoris. Le jour du meurtre, elle a écrit dans son journal, révélant ses pensées homicides et sa sinistre curiosité à propos du fait de prendre une vie, « Je viens de tuer quelqu'un. Je l'ai étranglé, je lui ai tranché la gorge et poignardé. Maintenant, il est mort. Je ne sais pas comment me sentir en ce moment. C'était incroyable, une fois que tu passes le « oh mon Dieu », je ne peux pas faire ça, c'est plutôt jouissif. Je suis un peu nerveuse et tremblante maintenant, bon, je dois aller à l'église. MDR. Le soir du 21 octobre 2009, après que Patty Price eut signalé la disparition de sa fille Elizabeth, la police lança une recherche urgente. L'enquête mena rapidement à la maison d'Alyssa Bustamante, où des interrogatoires avec sa famille et la découverte de son journal incriminant pointèrent vers son implication.
Confrontée à ses propres écrits, Bustamante fut poussée à confesser le crime. Lors de son procès en 2012, Alyssa fut jugée comme adulte malgré son enfance troublée. Elle plaida coupable de meurtre au second degré pour éviter la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Cela signifie qu'elle pourrait éventuellement être libérée après 30 ans, bien qu'une condamnation supplémentaire pour action criminelle armée pourrait rendre cette perspective plus incertaine. En 2024, elle fait face à une autre peine de 30 ans, repoussant sa libération anticipée à 2054, à l'âge de 60 ans. Le prochain enfant tueur est Lionel Tate. 2 enfants sont laissés seuls pour jouer, et une petite fille de 6 ans finit par mourir. S'agissait-il simplement d'un cas de jeu d'enfant devenu horriblement tragique ou y avait-il quelque chose de plus sinistre en jeu? Le 28 juillet 1999, dans le comté de Broward, en Floride, Lionel Tate, âgé de 12 ans, se retrouve seul avec sa cousine de 6 ans, Tiffany Unish. Cette journée s'est tragiquement terminée par un événement qui ferait de Tate le plus jeune Américain jamais condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. On dirait qu'elle ne respire pas. J'ai besoin de faire du CPR. Est-elle en train de respirer ou non? Non, elle ne l'est pas. Êtes-vous à côté d'elle en ce moment? Oui, elle a de la nourriture et je vois que ça sort de sa bouche. Ce soir-là, pendant que Kathleen Gray Tate se reposait à l'étage, elle a laissé Tiffany Unish sous la garde de son fils Lionel Tate. Peu après, Tate a alerté sa mère que Tiffany ne respirait plus. Une enquête a ensuite révélé que l'enfant présentait de graves contusions et des blessures semblables à un impact véhiculaire, y compris un crâne fracturé, une côte cassée et des hémorragies internes. Cependant, Tate a affirmé que les blessures résultaient d'une imitation de mouvements de lutte. Au cours du procès, la défense de Tate a soutenu que la mort d'Unish était un accident tragique, suggérant que le garçon de 12 ans, pesant 77 kg, tentait simplement d'imiter les mouvements de ses héros de la télévision avec Tiffany, qui ne pesait que 20 kg. Cependant, leur défense n'a pas réussi à convaincre le jury. En janvier 2001, alors que Tate n'avait que 13 ans, il a été reconnu coupable de meurtre au premier degré. Selon la loi floridienne, Tate a été condamné pour meurtre au premier degré sans que le jury n'ait besoin de croire qu'il avait l'intention de nuire. La loi stipule que le fait de commettre délibérément un acte susceptible de blesser un enfant, entraînant la mort, constitue un abus d'enfant et déclenche la règle du meurtre aggravé. Lors de la détermination de la peine, le juge Joel T. Lazarus a expliqué que cette règle s'appliquait même sans preuve de l'intention de tuer de Tate ou de sa prise de conscience du potentiel de danger. Il a même ajouté que la décision ne lui appartenait pas entièrement. Par conséquent, Tate a été condamné à la réclusion à perpétuité sans que le ministère public ait approuvé son intention ou sa compréhension des conséquences mortelles de ses actes. Il est compréhensible que cette peine ait suscité la controverse, étant donné que Tate n'avait que 12 ans au moment du meurtre, tandis que sa victime n'en avait que 6. Finalement, la peine de réclusion à perpétuité de Tate a été annulée en 2004 par une cour d'appel qui a conclu que sa compétence mentale n'avait pas été correctement évaluée avant le procès. Par conséquent, Tate a été libéré de prison dans le cadre d'un accord de plaidoyer en janvier 2004, ce qui impliquait qu'il admettait un meurtre au deuxième degré en échange d'1 an de détention à domicile et de 10 ans de probation. Bien que cela marquait un nouveau départ pour Tate, alors âgé de 16 ans, ses problèmes juridiques ont continué. En 2005, il a été accusé de vol qualifié, et une violation de sa probation en 2006 a conduit à son retour en prison. Le 19 février 2008, Lionel Tate a plaidé non coupable à des accusations de vol et a reçu une peine de 10 ans à purger dans une prison d'État. Cette peine devait être purgée en même temps qu'une peine de 30 ans qu'il avait reçue pour avoir violé sa probation. Actuellement, Tate purge sa peine à l'établissement correctionnel de Charlotte. Les frères Bevet sont reconnus pour être responsables de l'acte criminel le plus meurtrier et du massacre de Broken Arrow, souvent appelé le massacre de la famille Bevet. Ce que je vais vous partager vous fera frissonner. Pour les frères Bevet, la quête de la célébrité a conduit à leurs actes insensés. Le détective Rihanna Russell, qui a interrogé le frère cadet Michael, a rapporté qu'il voulait tuer au moins 50 personnes. Il voulait être célèbre, il voulait une page Wikipédia, il voulait une couverture médiatique. Malheureusement, la tragique série d'événements a commencé le soir du 22 juillet 2015 dans leur maison de Broken Arrow, en Oklahoma. Robert, âgé de 18 ans, et Michael, âgé de 16 ans, avaient secrètement amassé une collection de couteaux qu'ils ont utilisés pour attaquer les membres de leur famille. L'horrible épreuve a commencé lorsque Michael a trompé sa sœur en l'attirant dans une chambre sous prétexte de lui montrer quelque chose sur un ordinateur.
Robert l'a alors attaqué, lui infligeant de graves blessures en lui tranchant la gorge et en la poignardant à plusieurs reprises. Le bruit a alerté leur mère, April, âgée de 44 ans, qui a été brutalement attaquée par Robert. Elle a subi au moins 48 coups de couteau en le confrontant et est morte sur le coup. Les frères ont continué leur frénésie violente d'une pièce à l'autre. Leur père, David Bevet, âgé de 52 ans, a été poignardé 28 fois et a subi de nombreux traumatismes par coup. Leur plus jeune frère, Christopher, âgé de 7 ans, a reçu 6 coups de couteau. Les frères ont ensuite attaqué leur sœur Victoria, âgée de 18 ans, en la poignardant 18 fois dans le cou, la poitrine, le dos et le bras supérieur. Au milieu de ce chaos sanglant, Daniel, âgé de 12 ans, a réussi à se barricader dans une pièce et a appelé le 911 pour demander de l'aide. Cependant, il a été trompé en ouvrant la porte par Michael, qui a agi comme une victime lui-même. Une fois à l'intérieur, les frères ont poignardé Daniel 9 fois. La présence d'esprit de Daniel et son appel à l'aide ont joué un rôle crucial pour sauver ses sœurs, Autumn, âgée de 2 ans, et Crystal, âgée de 13 ans. Lorsque la police est rapidement arrivée sur les lieux, les frères se sont enfuis par l'arrière de la maison, mais ont bientôt été localisés par un chien policier dans une zone boisée à proximité. Crystal Bevet, une survivante du massacre de la famille Bevet, a identifié ses frères aînés, Robert et Michael, comme les auteurs, ce qui a conduit à des accusations de 5 chefs de meurtre au premier degré et d'un chef d'agression avec intention de tuer, auxquels ils ont plaidé non coupables. En 2016 et 2018, Robert et Michael Bevet ont été reconnus coupables de tous les chefs d'accusation concernant le massacre de la famille Bevet, recevant de multiples peines de réclusion à perpétuité. Robert a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, tandis que Michael, en raison de son jeune âge, a reçu des peines de réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle, bien que sa libération soit hautement improbable. Examinons maintenant le cas d'une jeune fille de 15 ans qui a mis fin à la vie d'Ana Vasquez Rodriguez de manière barbare. Arroyo, qui venait de déménager chez son arrière-oncle sur Johnson Street, y vivait avec Ana Vasquez Rodriguez et son petit-fils. La maison, où les tensions étaient déjà élevées, est devenue le lieu d'un crime-viol le 6 octobre 2019. L'arrière-oncle d'Arroyo avait prévu un voyage à New York pour obtenir des documents légaux concernant sa garde, mais a été retardé à cause de problèmes de voiture, ce qui a provoqué une frustration et une agitation considérable chez Arroyo. Au fur et à mesure que la journée avançait, Arroyo, incapable de contenir son impatience grandissante, a pris une paire de ciseaux dans la cuisine et est entré dans la chambre d'Ana Vasquez Rodriguez, où elle a déclenché une attaque brutale, poignardant la femme de 68 ans, clouée au lit, 70 fois. Au moment de cet acte horrible, la seule autre personne présente dans la maison était le petit-fils de la victime, qui jouait à un jeu vidéo avec un casque, complètement inconscient de la tragédie en cours. Après le meurtre, Arroyo a pris une douche, a jeté ses vêtements tachés de sang dans une poubelle à proximité, puis a froidement informé le petit-fils que sa grand-mère ne se sentait pas bien. En découvrant la horrible réalité, le petit-fils a immédiatement composé le 911, et la police est rapidement arrivée sur les lieux. La percée dans l'enquête est survenue lorsque des images de vidéosurveillance fournies par le Fall River Housing Authority ont montré Arroyo se débarrassant des vêtements, contredisant sa déclaration initiale selon laquelle elle était dehors avec le chien et avait vu un homme masqué fuir les lieux. Une fois en détention, l'attitude d'Arroyo a changé, car elle a fait plusieurs aveux incriminants spontanés. Avant-li, Arroyo se tenait dans une salle d'audience de Fall River, souriant et jouant avec ses cheveux alors qu'elle faisait face à une accusation de meurtre. Lorsque son nom a été appelé au tribunal, la réponse de l'adolescente a choqué tout le monde. En 2023, Arroyo, alors âgée de 18 ans, a plaidé coupable mardi devant la Cour supérieure de Fall River pour meurtre au 2e degré. Elle a été condamnée par la juge Renée Dup à la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 19 ans. Comment une adolescente en vient-elle à commettre un acte de meurtre aussi brutal? Alors que les frères Bevet cherchaient une attention médiatique à travers des crimes odieux, cette affaire explore les dynamiques de la rébellion adolescente impliquant une jeune fille et son petit ami, dans l'ombre d'une bataille pour la garde entre Daniel Alt et son ex-femme, l'ancienne sénatrice de l'État, Elizabeth Alt, maintenant connue sous le nom d'Elizabeth Elgelian. Un complot glaçant s'est déroulé. Sierra Alt, alors âgée de 16 ans, et son petit ami de 18 ans, Aaron Guerrero, ont été brièvement ensemble avant que leur relation ne soit interrompue par leurs parents, qui ont découvert le plan du couple de s'enfuir à Los Angeles. Le 8 avril 2021, Sierra et Aaron se sont préparés à un acte violent en achetant des lames de scie circulaires, de l'eau de javel, du liquide pour briquet,
des gants et une toile de protection dans des magasins près de la maison de Daniel Alt. Le lendemain, le corps mutilé de Alt a été retrouvé dans son garage, l'autopsie révélant plus de 70 coups de couteau à la tête, au cou et au torse. L'horreur a été accentuée lorsque ses restes, enfouis dans un sac de couchage, ont été incendiés, laissant son corps carbonisé de la tête aux pieds. L'audace du couple allait au-delà du meurtre. Ils ont téléchargé une vidéo sur YouTube, stupéfiant les téléspectateurs. Dans une déclaration choquante, Guerrero a annoncé « Je ne suis pas de retour sur notre chaîne YouTube après avoir tué quelqu'un ». Leur fuite devant la justice a été de courte durée, car ils ont été appréhendés à Salt Lake City peu après la mise en ligne de la vidéo. Le 26 mai 2012, Guerrero et Sierra Alt ont fait face aux conséquences de leurs actes en plaidant coupables de 9 chefs d'accusation, dont meurtre, incendie criminel et vol. Tous deux ont été condamnés à 22 ans à perpétuité en prison avec possibilité de libération conditionnelle. Lors de la sentence, Sierra n'a présenté aucune excuse, tandis que Guerrero en a fait une. Dans une affaire qui a captivé la communauté suburbaine de Plymouth, Michigan, Roxana Sikorski, 15 ans, et son petit ami adulte ont fait face à de graves accusations pour avoir conspiré à tuer sa famille. L'histoire de Roxana Sikorski est tragique, commençant par son adoption en Pologne à l'âge de 4 ans avec ses 2 frères et sœurs par la famille Sikorski. Des abus précoces ont conduit à un diagnostic de trouble de l'attachement réactif pour Roxana, une condition qui a rendu difficile la formation de liens émotionnels avec ses soignants. À l'âge de 15 ans, en octobre 2014, la vie de Roxana a pris un tournant sombre sous l'influence de son petit ami de 23 ans, Michael Rivera. Rivera, qui était beaucoup plus âgé, a manipulé Roxana et a élaboré un plan pour tuer les membres de sa famille qui s'opposaient à leur relation. Il est même allé jusqu'à envoyer à Roxana des instructions détaillées sur la façon de procéder au meurtre, y compris un diagnostic médical pour s'assurer qu'elle ciblait des zones vitales. Cette nuit-là, Roxana a attaqué son petit frère avec un couteau à filet, visant son cou, mais heureusement, il a survécu. Les cris de sa sœur ont alerté les parents, et Roxana s'est enfuie, s'échappant par une fenêtre. Elle a retrouvé Rivera, et ils se sont cachés dans le sud-ouest de Détroit, mais ont rapidement été retrouvés par la police. En raison de la nature préméditée de ces actes, les procureurs ont inculpé Roxana en tant qu'adulte. En mars 2016, un tribunal de Détroit l'a condamnée à 10 à 20 ans de prison pour la conspiration d'assassiner sa famille, tandis que Rivera a reçu une peine de réclusion à perpétuité. En 2015, les parents de Roxana étaient dévastés par la décision du tribunal. Ils ne croyaient pas qu'elle avait réellement l'intention de leur faire du mal et estimaient qu'elle avait été contrainte d'accepter l'accord de plaidoyer sans leur avis. La mère de Roxana, Lauren Sikorski, a exprimé sa détresse, elle a un besoin désespéré d'une aide psychologique continue. Elle est toujours fragile et une prison pour adultes briserait son monde délicat. Comment la condamner en tant qu'adulte peut-elle l'aider? Est-ce cela la justice? Roxana a également partagé son point de vue sur l'affaire. Il dit, ça va couper comme une tranche, comme une tomate. Je lui demande ce qu'il veut dire et il répond, sur le coup. Il m'envoie une photo d'une artère et c'est juste ici, où tu fais ça. Eric Smith, c'est le cas qui a fait la une des journaux nationaux aux États-Unis. Ça va aller, maman, je vais y aller tout seul, furent les derniers mots que Doreen Robbie a entendus de son fils de 4 ans, Derek Robbie. Jetons un coup d'œil de plus près à cette affaire notoire. Un jour d'été apparemment ordinaire, le 2 août 1993, la tranquillité de Savona, New York, a été brisée par un acte de violence dévastateur. Eric Smith, 13 ans, a croisé le chemin de Derek Robbie, 4 ans, qui se rendait à un camp d'été dans le parc local. Dans un tournant sinistre, Smith a attiré le jeune garçon dans une zone boisée isolée sous prétexte de lui montrer un raccourci. Là, il a mis fin sans pitié à la vie du jeune garçon en l'étranglant d'abord jusqu'à ce qu'il s'évanouisse, puis en lui lançant une grosse pierre sur la tête. Il a ensuite pris du Kool-Aid dans la boîte à lunch de Robbie et l'a versé dans les blessures ouvertes de Robbie. Plus tard dans la journée, la réalité de cette sombre tragédie s'est révélée lorsque la mère de Derek est arrivée au parc pour le récupérer, découvrant qu'il n'était jamais arrivé au camp. Des heures plus tard, des chercheurs ont découvert le corps de Derek dans les bois, à seulement quelques mètres du parc, tandis que le coupable était toujours en liberté. Les habitants de Savona étaient pris de peur pour la sécurité de leurs propres enfants, ne sachant pas que c'était le soi-disant innocent Eric Smith. Le 8 août, accablé par la culpabilité, Eric a avoué à sa mère qu'il avait tué Derek. Ce soir-là, la famille Smith a informé la police, cette terrible chose a été faite. Je pense que tout le monde, y compris moi-même,
qui était adulte, se demande comment quelqu'un peut faire une chose si terrible. Eric a ensuite été jugé comme un adulte, devenant le plus jeune prévenu pour meurtre dans l'histoire de l'État de New York. Au cours de son procès, des spécialistes ont réalisé des tests médicaux approfondis, y compris des évaluations de sa fonction cérébrale et de ses niveaux hormonaux, mais n'ont trouvé aucune anomalie pouvant expliquer ses actions violentes. Les dossiers judiciaires notent qu'Eric, souvent isolé et victime de harcèlement à cause de son apparence, avait des difficultés sociales. Une semaine après sa confession, Eric a été reconnu coupable de meurtre au 2e degré et condamné le 7 novembre 1994. À seulement 14 ans, il a été condamné à la peine maximale disponible pour les délinquants juvéniles à l'époque, 9 ans à perpétuité. Eric Smith a purgé près de 3 décennies derrière les barreaux. Au cours de son incarcération, Smith s'est vu refuser la libération conditionnelle à plusieurs reprises, le Conseil des libérations conditionnelles évoquant fréquemment des inquiétudes concernant son retour dans la société. Au fil des ans, Smith a suivi divers programmes de réhabilitation et a exprimé à plusieurs reprises des remords pour ses actes. En 2021, après de nombreuses audiences de libération conditionnelle, Eric Smith a enfin obtenu la libération conditionnelle et a été libéré de prison. Joshua Phillips, en grandissant en prison, j'ai vu beaucoup de choses sombres et j'ai été dans des endroits obscurs. À de nombreuses reprises au cours de ce parcours, j'ai été très proche de mettre fin à mes jours juste pour tout fuir. Voici l'affaire de Joshua Phillips, qui est entré en prison en tant qu'enfant en 1999 à l'âge de 15 ans et qui est maintenant devenu un homme adulte. Son crime ? Il a été condamné pour meurtre au 1er degré pour la mort de Maddie Clifton, 8 ans, le 3 novembre 1998 dans le quartier Lakewood de Jacksonville. Maddie Clifton, 8 ans, a été signalée disparue par sa mère. Maddie jouait dehors près de chez elle lorsqu'elle a disparu, déclenchant une réponse communautaire immédiate et généralisée. Des affiches ont été distribuées et des groupes de recherche ont été organisés, mobilisant plus de 400 volontaires locaux qui ont fouillé la région sans relâche à la recherche de la jeune fille disparue. Phillips faisait également partie de cette équipe de recherche. Malgré ses efforts, une semaine s'est écoulée sans aucune trace de Clifton. Puis, le 10 novembre, une découverte surprenante a été faite. La mère de Joshua Phillips, 14 ans, a remarqué une tache humide sur le sol de la chambre de son fils. Après enquête, elle a découvert le corps de Maddie Clifton caché dans la chambre. Ébranlée par le choc, elle a fui la maison et a alerté les autorités, conduisant à l'arrestation de son fils à l'école quelques heures plus tard. En quelques heures après son arrestation, il a avoué le meurtre. Je dois vous avertir que les détails suivants du meurtre de Maddie sont perturbants. Une description explicite est conseillée. Le 3 novembre 1998, une tragique succession d'événements s'est produite, changeant la vie de Joshua Phillips et de ceux qui l'entouraient. Selon Phillips, Maddie Clifton, âgée de 8 ans, est venue chez lui pour jouer au baseball. Phillips, qui savait qu'il n'était pas autorisé à avoir des amis chez lui pendant l'absence de ses parents, a accepté de jouer. Le jeu a pris une tournure catastrophique lorsque Phillips a accidentellement frappé Clifton à l'œil avec la balle de baseball, lui causant une blessure importante. Paniqué et craintif de la réaction de son père, qui avait des antécédents d'alcoolisme et était strict, Phillips a traîné Clifton à l'intérieur de sa maison dans une tentative mal avisée de gérer la situation. Une fois à l'intérieur, la panique de Phillips a escaladé au point de faire taire les cris de Clifton. Il l'a frappé avec la batte de baseball, puis l'a caché sous la base de son lit et a essayé de se comporter normalement lorsque son père est rentré à la maison. Réalisé plus tard que Clifton était encore en vie et entendant ses gémissements, la réaction de Phillips a été drastique et fatale. Il a de nouveau attaqué Clifton, lui tranchant la gorge et lui plantant un couteau de son outil Lederman à plusieurs reprises dans la poitrine, ce qui a finalement conduit à sa mort. De plus, il a utilisé des désodorisants d'air pour masquer l'odeur du corps en décomposition. Suite au meurtre de Maddie Clifton, âgé de 8 ans, Joshua Phillips, 15 ans, a été inculpé en tant qu'adulte de meurtre au 1er degré et condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, évitant la peine de mort en raison de son âge. Selon les dernières nouvelles, Joshua Phillips, maintenant âgé de 40 ans, reste incarcéré à l'institution correctionnelle de Cross City. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Consultez les cartes à l'écran maintenant pour plus d'histoires.